Et si le luxe disparaissait demain? Imaginez-vous en 2040, le luxe n'existe plus. Plus de consommation ostentatoire, plus de logo tapageur, plus d'influenceurs au Festival de Cannes, plus d'influenceurs tout court pour nous vendre le mirage d'une vie que de toute façon, on ne pouvait même pas se payer. Plus de Fashion Week. C'est la fin des embouteillages à Paris et surtout 240 000 tonnes de CO2 par an d'économie pour la planète. Plus de voitures hors de prix pour afficher son statut. Même les milliardaires, dont la population a doublé, s'habillent comme tout le monde pour ne pas se faire voler dans l'espace public. Bref, c'est la fin des inégalités visibles dans la société. C'est le rêve, non ? Le mois passé, j'ai interrogé 1000 Français et 76% d'entre eux répondent que si le luxe disparaissait demain, ça ne changerait rien pour eux personnellement. Alors, restons ensemble en 2040 et voyons ce qui a changé. En 15 ans, la culture a perdu 45 milliards d'euros de financement. Le Festival de Cannes, il n'existe plus. Et les monuments historiques, sans rénovation, ont fermé. La ville de Paris, à elle seule, a perdu 18 milliards de retombées économiques depuis la fin des Fashion Week. Des artisans, des coiffeurs, des photographes ont mis la clé sous la porte. Et croyez pas que c'est qu'à Paris, hein. En France, on estime que 1 million de personnes ont perdu leur emploi. 1 million. La Charente vit plus du cognac, Limoges de la porcelaine, Lyon de la soie, la Bretagne de ses tanneries. Ils ont tous été remplacés par des robots augmentés par l'intelligence artificielle qui fabriquent pour tous les mêmes vêtements et les mêmes objets, sans histoire ni âme. À l'échelle de l'humanité, c'est 250 savoir-faire qu'on ne sait plus faire, alors que l'homme se l'était transmis depuis l'Antiquité. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. À main levée, qui aimerait vivre dans ce monde ? Personne. Oui, moi non plus, j'aimerais pas vivre dans ce monde. Pourquoi ? Je vais vous partager ma conviction. Le luxe est utile, le luxe est nécessaire, le luxe est même vital pour l'humanité. Mais à une seule condition, c'est qu'il sache se réinventer. Je m'appelle Claire Gallon, je conseille les maisons de luxe dans l'anticipation des tendances et dans l'adaptation de leurs stratégies. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais le luxe vit pour la première fois de son histoire un ralentissement sans précédent. Alors, on dit que les États-Unis consomment plus, que la Chine consomme plus, mais moi, je crois que la raison, c'est qu'il y a une aversion au luxe qui est grandissante. Et moi-même, je la vis, cette aversion au luxe. On est en 2018. Ça fait 3 ans que je travaille. Ça fait 3 ans que j'économise pour m'acheter le sac dont je rêve depuis toute petite. Pour être tout à fait honnête avec vous, et j'ai même réussi, j'ai décidé de ne plus jamais mettre les pieds dans une boutique de fast fashion où je dilapidais mon salaire. Et j'ai réussi. Tous ces efforts ont été récompensés. Le jour où je vois ce sac, enfin, il est encore plus beau que ce que je pensais. La qualité du cuir, les détails de la façon, la praticité, mais surtout l'émotion quand je le porte pour la première fois. À ce moment-là, j'ai eu le sentiment de devenir la femme que je rêvais d'être depuis toute petite. Une femme indépendante, une femme qui n'a besoin de personne pour se faire plaisir. J'étais hyper fière. Mais en 2025, ce sentiment, il a été remplacé par plein d'autres sentiments. D'abord la gêne. Quand je suis dans le métro et qu'un SDF me demande 1 € alors que je porte un sac qui en vaut 10 000, c'est la honte, non ?
Parfois, pour être honnête avec vous, c'est le ridicule. Quand je vais à une soirée et qu'il y a 3 autres personnes qui portent le même sac que moi, c'est vraiment ça le luxe? Je crois pas. Et c'est ça, en fait, la tension du luxe aujourd'hui. C'est que le marché du luxe, par hypercroissance, il s'est détourné de l'idée du luxe. Il nous vend la rareté, mais la réalité, c'est qu'il est trop visible partout. Il nous vend la distinction pour soi, mais il est reconnaissable par tous. Du coup, il est devenu indécent, il est devenu inacceptable. Et c'est ça qu'on lui reproche sur les réseaux sociaux quand on regarde les critiques qui lui sont adressées. La première, c'est l'opacité de la production. Est-ce que le prix élevé, il est vraiment le reflet de la rareté des matériaux, d'une création artisanale, ou est-ce qu'on nous prend pour des cons? Le deuxième, c'est le non-respect des cultures. C'est à base de scandales sur le diversity washing et l'appropriation culturelle. Est-ce que je vais en être complice? Merci. Et le troisième, c'est l'excès des riches. Avant, ils étaient source de fascination et maintenant, ils sont source d'indignation. Et le problème pour les maisons, c'est que c'est à la fois ceux qui font leur business et ceux qui nuisent à leur réputation. Du coup, dans ce contexte, le luxe, c'est un peu devenu le bouc émissaire d'un monde qui va mal. C'est le miroir de l'entrisme. C'est le marqueur des inégalités sociales. C'est le symbole de l'impérialisme occidental. Maintenant, je vais vous demander de regarder le luxe comme je le vois moi. Comme des valeurs qui sont essentielles pour notre avenir. Préserver l'humain avant la machine. Prendre le temps de faire les choses bien. Consommer moins, mais mieux. Rêver sans finalité. S'ouvrir à d'autres cultures. Se souvenir du passé. Transmettre aux générations futures et investir dans la culture. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces valeurs, elles sont essentielles à notre avenir? Bon, il y a une majorité d'entre vous, je crois que j'en ai encore quelques-uns à convaincre, mais je vais y arriver. Alors, si on est d'accord, en majorité, pour dire que ces valeurs sont essentielles à notre avenir, comment faire pour que le luxe renoue avec ces valeurs? Comment faire pour que le luxe retrouve un rôle utile dans la société? Comment faire pour que le luxe retrouve son acceptabilité? Ma méthode, c'est la positionnalité. Alors, au risque de décevoir certains d'entre vous, je ne l'ai pas inventé. C'est un concept qui est issu des sciences sociales qui existe depuis les années 20. En très simple, ce concept, il interroge s'il est possible d'observer un phénomène de manière totalement objective. D'ailleurs, ce que vous pensez du luxe actuellement en positif ou en négatif, je suis désolée de vous le dire, c'est sans doute pas très objectif. C'est sans doute très influencé par votre histoire, votre éducation, votre sexualité, votre genre. La positionnalité, ça décrit 2 choses. 1, la manière dont le contexte social et politique façonne votre identité. 2, la manière dont votre identité va influencer, voire biaiser votre vision du monde. Moi, j'ai tout simplement repris ce concept pour aider les maisons à sortir de leur vision parfois renfermée sur elles-mêmes, sur leur propre code, pour retrouver du sens et de la pertinence dans un monde qui change. Alors la méthode, elle est très simple. Elle consiste en 3 étapes. La première, c'est comprendre les dynamiques mondiales. Là, on va cartographier les tendances sociales, économiques, environnementales qui bouleversent le monde. Et ça va nous permettre d'identifier les enjeux auxquels le luxe peut répondre ou les risques s'il ne les considère pas. Et ça, une maison en a fait les frais il n'y a pas très longtemps. On est en juillet 2022. Une maison de mode très connue en France décide de défiler au Maroc. Ah oui, c'est évident.
La relation de cette marque avec le Maroc est tellement forte. Et puis évidemment, pour les besoins d'un décor spectaculaire dans le désert, on décide de créer une oasis artificielle de 500 mètres cubes d'eau. Et puis les équipes, elles ont voulu bien faire. Du coup, l'eau servira à irriguer des projets avoisinants. Ils ont même investi dans des associations locales pour créer des vergers, pour créer des jardins éducatifs pour les enfants. Sauf qu'ils ont oublié une chose, le contexte. En juillet 2022, c'est l'un des étés les plus chauds et les plus secs de l'histoire. Le GIEC vient de publier un rapport alarmant sur la crise écologique et les États s'apprêtent à se retrouver en Égypte pour la COP27. Alors, quand une maison nous parle d'un défilé écologique, forcément, c'est la crise médiatique. La positionnalité, ça sert à ça. Ça sert à anticiper et à réaliser que le contexte global est plus fort que soi. La deuxième étape, elle consiste à comprendre les spécificités locales. Bah oui, quand on est une marque de luxe mondiale, on ne peut pas se comporter partout de la même manière. On doit comprendre les sensibilités culturelles et l'héritage local. Par exemple, aux États-Unis, la question de l'inclusion et de la diversité, c'est incontournable. Bah oui, parce que l'histoire, elle est tellement imprégnée par la ségrégation raciale et le mouvement des droits civiques que tout est jugé sous ce prisme. Alors qu'en Chine, quand j'y suis allée il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que l'actualité, c'était le sentiment de fierté nationale. Du coup, l'inclusion en Chine pour les marques de luxe, ça veut dire célébrer les traditions régionales, valoriser la créativité locale, sans tomber dans l'appropriation culturelle. La troisième étape, ça consiste à réaliser une introspection sur soi, son ADN, son histoire et son expertise. Et au croisement des dynamiques mondiales, des spécificités locales et de cet ADN, on identifie la positionnalité. La positionnalité, c'est les domaines où je suis légitime d'agir, de répondre, de résoudre et de contribuer à des enjeux du monde parce que c'est le reflet de qui je suis, de mon action et de mon expertise. Et ça, une maison l'a très bien compris. On est en 2 décembre 2022 et elle décide de défiler dans un pays du continent africain. Alors, expliquez-moi, quelle est la légitimité de cette maison de défiler dans ce pays alors qu'elle n'a aucune relation ni histoire préexistante, hormis un passif post-colonial avec la France? Eh bien, figurez-vous que toutes ces actions ont été unanimement saluées parce qu'elles ont contribué à valoriser la créativité de la scène artistique locale, notamment dans l'artisanat. Et l'artisanat, c'est à la fois une appétence mondiale, une singularité de ce pays et un engagement historique de cette maison. Moi, je crois que le luxe demain, il ressemblera à ça. En tout cas, s'il y arrive, il disparaîtra pas. Ça devrait être un signe de culture, un signe d'ouverture, un signe d'humanité, plutôt qu'un symbole d'ostentation, de richesse et de déconnexion. Alors peut-être que ça vous semble encore toujours très éloigné, mais la positionnalité, vous pouvez tous en faire preuve. Ah oui, dans un monde fracturé, on a tous tendance à croire que nos convictions sont les meilleures, à croire que les autres, ils ont forcément tort, et que une vision du monde gagnera sur l'autre et ce sera notre futur. Mais ce que la positionnalité nous apprend, c'est qu'il n'y a pas une vérité objectivement meilleure. La positionnalité, elle nous apprend qu'il y aura toujours autant de perspectives qui coexisteront. Et du coup, dans ce contexte, l'intelligence, c'est pas d'être force de conviction, c'est pas d'être force de persuasion. L'intelligence, c'est de faire preuve d'écoute, de dialogue, de discussion et de remise en question. Alors moi, j'en ai fait l'expérience quand je suis arrivée à la fac. On est en 2010
Et évidemment, je m'appelle Claire, je suis une femme blanche française, CSP+, je viens de Lyon et j'adorais déjà le luxe. Donc forcément, j'ai été cataloguée comme la fille de droite. Sauf que quand je rentrais à Lyon chez mes parents, j'étais la science-piste. Donc forcément, l'étudiante de gauche. À ce moment-là, ce que je ne savais pas, c'est que je faisais déjà l'exercice de la positionnalité. J'ai appris que mon identité, elle dépendait pas de mes choix, elle dépend du contexte dans lequel je me situe. J'ai appris à ce moment-là que la richesse des personnes qui m'entourent, au point de vue radicalement différent des miens, c'est ce qui constitue ma force. Alors que vous soyez une maison, un entrepreneur ou juste un citoyen du monde, et que vous voulez faire l'exercice de la positionnalité, cultivez vos relations avec les personnes les plus éloignées identitairement de vous. C'est pas facile, mais je vous jure que c'est possible. Et au prochain désaccord, posez-vous 3 questions. 1. Qu'est-ce qui, dans mon contexte, mon histoire, ma culture, mon identité, influence ma perception de l'autre? 2. Est-ce que je suis capable d'écouter, de comprendre l'autre, même quand il tient des propos qui me semblent inacceptables? 3. Est-ce qu'à la fin de cette conversation, ça n'a contribué qu'à confirmer mes convictions ou au contraire, à les remettre en question? Alors, si je ne vous ai pas convaincu d'avoir une nouvelle vision du luxe, j'espère au moins que je vous ai inspiré à adopter la positionnalité. Parce que je suis convaincue que c'est une des solutions pour permettre de recréer du commun. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a tous besoin. Merci de m'avoir écouté.